Salut tout le monde, ravi de vous retrouver mes chers élèves dans cette deuxième partie du chapitre sur l'hérédité qui sera consacrée au mode de transmission de l'information génétique à travers les générations. Pour vous mettre dans le bain, je vais commencer par un petit rappel des concepts déjà étudiés dans la première partie. On a déjà étudié ce qu'on appelle le caractère héréditaire, c'est-à-dire un caractère qui se transmet de génération en génération. Et si je prends l'exemple des couleurs des yeux, vous avez donc deux couleurs différentes à étudier. Ces couleurs, elles sont contrôlées par des gènes, c'est-à-dire des zones au niveau des chromosomes sous forme de fragments d'ADN qui sont responsables de la transmission d'un caractère héréditaire déterminé. Le gène peut s'exprimer sous forme de plusieurs allèles. Par exemple, ici, vous avez la couleur des yeux. On peut avoir bleu, marron, noir, etc. Donc, on a plusieurs formes d'allèles. Dans ce karyotype, il nous montre que les gènes, déjà, qui se trouvent sur des chromosomes, par exemple, ici, vous avez dans la première paire, vous avez le gène qui contrôle le facteur rhésus du groupe sanguin. Vous avez par exemple dans la paire numéro 7, ici à ce niveau, il y a le gène qui contrôle une maladie appelée la mucoviscidose, c'est une maladie héréditaire. Et puis il y a d'autres gènes qui se trouvent sur d'autres paires, sachant qu'on peut avoir un ensemble de gènes sur un seul chromosome. Et l'ensemble des gènes d'un individu, ils sont nommés le génome. On va étudier maintenant la transmission des caractères héréditaires. On commence par la combinaison des chromosomes. Vous savez donc que les cellules d'un individu mâle, par exemple, il a 2 N chromosomes. Chez l'homme, on a 46 chromosomes, c'est-à-dire 23 paires de chromosomes à l'intérieur des cellules du corps. Ici, vous avez les cellules souches, des cellules reproductrices, 2 N chromosomes qui vont donner des spermatozoïdes. Donc, vous allez remarquer ici que les spermatozoïdes vont contenir un nombre réduit de chromosomes, ici N, c'est-à-dire divisé par 2, c'est-à-dire à partir de chaque paire, vous avez ici la première paire A', B', B'. Au niveau des spermatozoïdes, vous avez le chromosome A, c'est-à-dire de la première paire, et le chromosome B de la deuxième paire, c'est-à-dire à partir de chaque paire, on aura uniquement un seul chromosome. C'est pour ça qu'on parle d'une réduction du nombre de chromosomes, avoir uniquement N chromosomes. Vous avez plusieurs combinaisons. Ici, je prends un exemple bien simplifié pour vous montrer. Par exemple, au niveau du spermatozoïde 1, vous avez la combinaison AB. Au niveau du deuxième spermatozoïde, vous avez la combinaison A'B'. Il y a plusieurs combinaisons. Si je prends l'exemple de 23 paires de chromosomes chez l'homme, je peux avoir des millions de combinaisons possibles. La même chose chez la femelle, on parle des ovules. Ici, vous avez des cellules souches d'ovules qui nous donnent des combinaisons variées. Vous voyez, il y a toujours une diminution du nombre de chromosomes au niveau des gamètes. Il est divisé par 2. Ensuite, après la fécondation, ces combinaisons vont s'associer d'autres fois. Vous avez donc d'autres combinaisons. Par exemple, ici, vous avez A', vous voyez au niveau des cellules œufs qui donnent d'autres individus, vous avez une combinaison ACBD. C'est un exemple simplifié, mais dans la réalité, on a des milliards de possibilités de production des cellules œufs à partir des gamètes. On va étudier le cas des groupes sanguins dans le système ABO. Donc, on étudie un caractère héréditaire, le groupe sanguin. Vous voyez ici, chez l'homme, on a 4 groupes sanguins déterminés par des molécules qu'on trouve à la surface des globules rouges, appelés les hématies. Par exemple, ici, on a la molécule A, vous avez cette forme. Elle est contrôlée par des gènes. Cette molécule est contrôlée par la synthèse, a été synthétisée par un gène, le gène qui se situe au niveau de la 9e paire des chromosomes.
Donc, pour cette molécule, on a deux possibilités, soit deux allèles AA, on parle donc de l'homozygote, c'est-à-dire même allèle, ou A associé à l'allèle O. Donc, vous voyez, l'expression, c'est celle de A, c'est-à-dire que A domine sur O. Vous voyez, lorsqu'il y a association de l'allèle A avec l'allèle O, l'expression observée, appelée le phénotype, c'est le groupe A. C'est-à-dire que A domine sur O. La même chose pour le groupe B. On a deux possibilités au niveau des allèles. Donc le phénotype, ce qu'on observe, c'est le groupe B, c'est la molécule que vous voyez en vert de type B, synthétisée par le gène qui contrôle cette production. Vous avez donc deux possibilités. La première possibilité, l'allèle B associé à l'allèle B, ou la deuxième possibilité, l'allèle B associé à l'allèle O. Vous voyez donc l'expression c'est B, même s'il y a l'association B avec O, c'est-à-dire que c'est B qui gagne ou domine. On parle donc d'un allèle dominant et d'un allèle récessif. Dans le troisième cas, le groupe sanguin AB, vous voyez qu'il y a deux types de molécules à la surface, les molécules observées en rouge et d'autres en vert. La synthèse de ces molécules elle est contrôlée par un gène, ici sous forme de deux allèles A et B. Vous voyez association de deux allèles A et B qui nous donne l'expression génétique AB uniquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ici de dominance, c'est-à-dire il y a une égalité, on parle de la codominance. Par contre, dans le dernier cas, vous voyez le groupe sanguin O, il n'y a pas de molécules. Les allèles qui contrôlent l'absence de ces molécules, c'est l'allèle O. Donc pour avoir ce groupe sanguin, on a uniquement la possibilité de deux allèles O, O. À partir de cette étude, vous allez remarquer que l'allèle A, il domine l'allèle O. Pourquoi? Parce que s'ils sont associés, on a l'apparition de la molécule A. La même chose pour le groupe B. Vous voyez, lorsqu'il y a association de l'allèle B et O, il y a l'expression de B, c'est-à-dire B domine sur O. Donc pour avoir le groupe sanguin O, on doit avoir les deux allèles récessifs O, O. Donc on peut déduire qu'il y a l'allèle A domine l'allèle O, qui est récessif. L'allèle B il domine l'allèle O, aussi récessif. Les allèles A et B, ils sont codominants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dominance de l'un sur l'autre. Je prends donc une possibilité de croisement de deux parents qui ont des groupes sanguins différents. Par exemple, ici, en cercle, ce sont donc les femmes. En carré, on représente les garçons ou les mâles. Bien. Donc ici, vous voyez qu'il y a un mariage entre une femme du groupe sanguin A avec un père, mari du groupe sanguin O. Pour la femme ici, au niveau des cellules, il a deux allèles A et O. On a déjà vu que s'il y a association de A et O, donc c'est A qui gagne, c'est A qui domine. Pour le père, il a le groupe O, donc automatiquement, il aura deux allèles qui sont récessifs O et O. Vous voyez ici la transmission du groupe sanguin à travers ce qu'on appelle l'arbre généalogique. Donc c'est une représentation qui nous permet de suivre la transmission d'un caractère héréditaire d'une génération à une autre. Vous voyez ici par exemple les parents considérés comme première génération, et puis les enfants sont des individus de la deuxième génération. Donc on va essayer d'étudier la transmission de ce groupe sanguin dans ce cas. Pour la femme, puisqu'il a au niveau de ses cellules A et O, donc il va produire deux types de gamètes. Vous savez qu'il y a une séparation, une division du nombre des chromosomes par deux, c'est-à-dire on aura des ovules qui portent l'allèle A et des ovules qui portent l'allèle O.
Pour le père, puisqu'il a le groupe sanguin O, donc automatiquement au niveau des allèles, il aura OO, deux chromosomes. C'est-à-dire au niveau des spermatozoïdes, on aura un seul allèle, c'est O. C'est-à-dire que tous les spermatozoïdes qui sont produits par ce père de groupe sanguin O, ils portent uniquement l'allèle O. On va essayer donc de faire des combinaisons possibles sous forme d'un tableau appelé l'échiquier de gamètes. Donc pour le père, on a dit qu'il va produire tous les spermatozoïdes qui portent l'allèle O. Pour la maman, il va porter des ovules qui portent l'allèle A, 50% de possibilités, et l'allèle O à 50% de possibilités, parce qu'on a uniquement deux possibilités. Mais pour le père, une seule possibilité, c'est-à-dire que tous les spermatozoïdes portent l'allèle O uniquement. Donc, si j'essaye d'associer, de combiner ces deux allèles, c'est-à-dire la fécondation, le spermatozoïde qui porte O avec l'ovule qui porte A, donc l'œuf va porter deux allèles AO, c'est-à-dire que cet individu, cet enfant, elle aura le groupe sanguin A. Pourquoi? Parce que c'est A qui domine sur O. Deuxième possibilité, l'association du spermatozoïde O avec l'ovule O, on aura les deux allèles OO au niveau chez cet individu, c'est-à-dire le groupe sanguin O. Donc vous voyez, 50% des enfants auront le groupe A et 50% auront le groupe O. La deuxième possibilité, si la femme, toujours elle a le groupe A, mais au niveau des génotypes, c'est-à-dire au niveau des allèles, on a la deuxième possibilité, c'est-à-dire que les deux allèles sont sous forme de grand A. Le père, il est toujours O, c'est-à-dire au niveau des allèles, on a OO. Donc, pour cette femme, tous les ovules qui sont produits auront uniquement l'allèle A. Et si pour les spermatozoïdes, ils auront uniquement l'allèle O, on va faire l'échiquier de gamètes, la combinaison possible. Le père produit des spermatozoïdes O, la mère des ovules qui portent l'ovule A. Donc l'association va nous donner des individus de génotype AO à 100%, c'est-à-dire qu'ils ont le groupe sanguin A. Vous voyez ici que tous les enfants, ils ont le groupe sanguin A dans ce cas. Maintenant, on va parler de la transmission d'une maladie héréditaire après avoir étudié la transmission d'un caractère héréditaire en général. Si on va étudier une maladie appelée la drépanocytose, c'est une maladie qui affecte les globules rouges. Vous voyez donc la différence. Si un sujet normal, vous voyez les globules rouges, ils sont normaux. Par contre, chez le sujet atteint de la drépanocytose, vous voyez qu'il y a une déformation au niveau des globules, donc il n'y aura pas de fonctionnement de ces globules rouges pour transporter le dioxygène vers les cellules. Donc on parle de la drépanocytose. On nomme grand N l'allèle normal, petit d l'allèle qui est malade. À partir de cette représentation, c'est-à-dire cet arbre généalogique, vous voyez qu'il y a un mariage entre un père 1, vous voyez carré, avec une maman 2. Les deux individus de la première génération ne sont pas malades, vous voyez ici dans la légende. Ici en blanc, c'est-à-dire pas de maladie, en noir, c'est-à-dire qu'il y a la présence de maladie. Donc vous allez remarquer ici que les parents n'ont pas de maladie, mais cette maladie, elle apparaît dans la deuxième génération. Ça veut dire que cette maladie n'est pas dominante, elle est récessive. Donc, puisqu'elle est récessive, il apparaît au niveau de la deuxième génération, c'est-à-dire que les parents de la première génération sont des porteurs sains. C'est pour ça qu'ils vont porter l'allèle petit d de la drépanocytose et l'allèle normal, grand L, qui est dominant. J'essaie donc de faire des combinaisons possibles, puisque le père il a des allèles ND, c'est-à-dire il va produire des spermatozoïdes qui vont porter l'allèle N à 50%,
et l'allèle D à 50% dans ce tableau. Pour la maman, puisqu'elle a ND aussi, il va produire des ovules qui portent grand N, l'allèle normal, et 50% des ovules qui vont porter l'allèle D malade, c'est-à-dire la drépanocytose. On va essayer de faire des combinaisons possibles. N associé à N, donc on aura des individus de génotype grand N, ils seront normaux. Deuxième cas, N associé à D, vous savez que N domine, c'est-à-dire qu'ils gagnent, donc ils seront normaux, et vous voyez qu'ils sont porteurs de l'allèle récessif. D associé à N, toujours ND, c'est normal. Dernière possibilité, D associé à petit d, on aura petit d, c'est-à-dire un enfant qui sera malade. Donc, si je fais le pourcentage des possibilités trouvées, je vais trouver que 75% des enfants sont normaux. Par contre, 25% qui portent cette maladie de drépanocytose. On parle donc d'un allèle qui est récessif si j'ai un croisement entre deux individus hétérozygotes, c'est-à-dire qui portent l'allèle récessif, avec l'apparition uniquement de 25% dans la deuxième génération. La deuxième maladie héréditaire, c'est le cas de la polydactylie. Vous voyez ici qu'il y a l'apparition d'un sixième doigt. Donc, c'est une anomalie chez l'homme. La présence d'un doigt supplémentaire qui est déterminé par le gène situé sur le chromosome 16, c'est-à-dire la paire 16. On désigne par P l'allèle responsable de la polydactylie, c'est-à-dire malade, et par N l'allèle correspondant à l'absence de ce doigt. Donc, puisque ici majuscule pour P, c'est-à-dire que cet allèle qui contrôle cette maladie, il est dominant sur l'allèle qui est normal, petit n. Donc, vous voyez à travers cet arbre généalogique, vous avez un père qui est malade, vous le voyez ici, homme atteint de la polydactylie, marié avec une femme qui est normale, vous voyez petit n. Donc, lorsqu'il y a l'association de grand D avec petit n, puisque D majuscule, donc elle domine, c'est-à-dire que cette allèle elle est dominante, donc il y aura l'apparition de la polydactylie. La possibilité qu'on aura pour les enfants, avec les chigiers et des gamètes, on aura par exemple ici le premier individu de la deuxième génération, c'est une fille qui sera malade. Pourquoi? Parce qu'il va porter grand D avec petit n. Deuxième enfant d'un garçon, aussi atteint de la maladie de malformation. Il va porter donc grand D petit n. Pour le troisième individu, petit n, donc c'est une fille qui est normale. Le quatrième individu, c'est un garçon qui est normal parce qu'il porte petit n. Donc, dans ce cas, vous voyez que l'allèle qui contrôle cette malformation, cette polydactylie, c'est un allèle qui est dominant, alors que l'allèle normal, elle est récessif. C'est le cas contraire de l'exemple déjà étudié. Finalement, on va parler d'une technique qui a fait un obstacle épistémologique dans l'histoire de la biologie, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une fécondation, d'une reproduction sexuée. En 1976, une brebis nommée Dolly, née en Écosse, elle est le clone d'une brebis donneuse d'un noyau. Elle n'est pas le résultat d'une fécondation, donc ce type de clonage est qualifié de reproductif, parce qu'il y a des clonages qui sont thérapeutiques qu'on utilise pour la production de certaines cellules utilisées en thérapeutique en médecine. Il permet de produire un grand nombre d'individus identiques, donc des copies, vous voyez ici, à caractère choisi. On prend la brebis donneuse du noyau, vous voyez, on prend donc une cellule des mammaires, c'est-à-dire au niveau des mamelles, qui porte un noyau à 2 N chromosomes. On va prendre une brebis donneuse de l'ovocyte, de l'ovule. On va essayer d'éliminer le noyau de l'ovule, comme on a déjà vu pour les expériences de la transmission de l'information génétique. Donc vous voyez le noyau de la cellule mammaire.
qui est introduit dans l'ovule de la deuxième brebis, cet ovule qui ne porte pas le noyau, donc on a éliminé, vous voyez la fusion du noyau de la brebis donneuse du noyau avec le cytoplasme, la membrane cytoplasmique de la deuxième brebis. On aura donc une cellule qui va se développer, qui porte toujours le deuxième chromosome, qui va donner un embryon qui se transforme, qui va nous donner finalement une brebis appelée la brebis Dolly. C'est la première expérience qui a été faite en 1976, c'est-à-dire que cette brebis, il va ressembler à 100% à la brebis donneuse du noyau. Donc vous voyez ici, on n'a pas d'intervention des deux sexes mâle et femelle, pas de fécondation, on parle du clonage. Merci pour votre attention, espérons que cette vidéo vous aidera à bien comprendre les notions de base sur la génétique en général et à bientôt, Inch'Allah.